pencher pour l'écrivain. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons accueillir nos deux invités. Alors, une petite présentation, même si nous vous connaissons. Ariane Chemin, bonsoir. Vous êtes grand reporter au quotidien Le Monde, licencié en lettres classiques. Plusieurs de vos enquêtes journalistiques ont connu un très grand retentissement. Vous êtes notamment à l'origine de ce que l'on a appelé l'affaire Benalla et auteur d'une série littéraire non autorisée en 6 volets consacrés à l'écrivain Michel Houellebecq. Depuis 2002, vous avez ainsi publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels Mariage en douce, aux éditions des Équateurs, qui évoque le mariage quasi clandestin en Corse à Sarola-Carcopino de Romain Gary et Jan Seberg, ou encore À la recherche de Milan Kundera, un récit paru en 2021 aux éditions du Sous-Sol. C'est également aux éditions du Sous-Sol qu'est paru en 2023 votre dernier livre, Ne réveille pas les enfants, dont le point de départ est le drame de Montreux, un mystérieux suicide familial survenu en Suisse l'année précédente. Grégoire Kaufmann, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien de formation. Vous êtes le fils du journaliste Jean-Paul Kaufmann et de Joël Brunery, médecin gynécologue. Diplômé en 2007 de l'Institut d'études politiques de Paris, où vous êtes aujourd'hui maître de conférences, vous avez écrit à ce jour plus d'une dizaine d'ouvrages, essais ou récits. Citons notamment Édouard Drumont, publié chez Perrin en 2008, prix du Sénat du livre d'histoire la même année, ou encore Hôtel de Bretagne, une famille française dans la guerre et l'épuration, édité chez Flammarion, lauréat du prix Pierre Laffut en 2020. Nous allons évoquer ce soir votre dernier livre, L'Enlèvement, paru en 2023, également chez Flammarion. Ce récit passionnant qui mêle histoire intime, géopolitique internationale et portrait d'une époque revient sur la prise d'otage dont votre père fut victime au Liban en 1985, alors que vous n'aviez que 11 ans. Alors, une première question à tous les deux. Quel a été, pour chacun d'entre vous, le point de départ ou l'élément déclencheur de vos livres ? Alors, l'élément déclencheur, je crois que c'est une discussion avec l'éditeur, le fondateur des éditions du Sous-Sol, qui est une maison d'édition qui fait essentiellement de la non-fiction ou de la littérature du réel. Il y a plusieurs mots pour désigner tout ça, et qui attire mon attention sur effectivement ce drame qui est survenu en Suisse, au bord du lac Léman, une famille entière, un couple, 2 enfants, la sœur jumelle de la mère de famille, qui se défenestre et sans qu'on ne comprenne absolument ce qui s'est passé. Et quand Adrien Bosc, qui est le fondateur des éditions du Sous-Sol, m'en parle, j'ai plutôt un moment de recul ou de rejet, parce que ça me semble très sordide. Et il me dit, mais regarde, tu devrais quand même faire attention, parce que apparemment, ces 2 jumelles quarantenaires qui se sont suicidées sont les petites filles de Mouloud Feraoun, qui est un écrivain aujourd'hui très oublié, mais qui a été l'un des premiers grands écrivains kabyles dans les années 50, qui meurt assassiné par l'OAS en 1962, à quelques jours des accords d'Évian. Son livre, Le Fils du pauvre, qui est une autobiographie, à l'époque, s'est vendu à quasiment 1 million d'exemplaires. Tous les enfants du Maghreb le connaissent, et surtout, c'était le livre obligatoire en 5e. Tout le monde lisait Le Fils du pauvre. Il a écrit aussi un journal. Et du coup, ça m'a intéressée parce que, à vrai dire, je n'aime... bon, c'est la palissade de dire que les faits divers sont intéressants quand ils font sens, mais aussi, quand je lis des faits divers, par exemple, j'aime beaucoup l'écrivain américaine Janet Malcolm. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une sorte de petite honte, une petite gêne à être attirée par un sujet un peu sordide. Et là où est son talent à elle, c'est que à chaque fois, elle sait vous emmener ailleurs. C'est-à-dire qu'on dépasse tout ça et ça devient intéressant. On n'est plus gêné, on n'a plus honte. Et donc tout d'un coup, cette perspective de me plonger dans la guerre d'Algérie m'a intéressée. J'avais absolument pas ni l'idée, ni le souhait, ni l'envie d'écrire sur cette période douloureuse de mon histoire personnelle, parce que j'étais historien, j'avais des champs de recherche qui étaient tout différents que celui des années 80 et cette histoire qui me touchait directement. Mais il se trouve qu'en fait j'ai découvert dans un coffre en bois qui était
enfoui sous des outils dans une remise dans la maison familiale de mes parents dans les Landes, qui est un peu pour ma famille la maison de la liberté, puisque c'est la maison dont mon père a fait l'acquisition immédiatement après sa libération en 1988. C'est la maison pour lui de la liberté retrouvée. Et il y a d'ailleurs consacré un ouvrage, La Maison du Retour. Et les archives du comité de soutien des amis de Jean-Paul Kaufmann, qui avaient été conservées dans ce coffre. Un jour, je l'ai ouvert avec un ami archiviste. Et pour sauver ces archives en fait, de la critique rongeuse des souris, des champignons et de l'humidité, avec ce copain qui me dit c'est incroyable les matériaux archivistiques qu'il y a dans ce coffre. Quantitativement, c'était beaucoup de documents, des photos, des coupures de presse, des carnets de manifs, etc. Et j'avais tout d'un coup, en compulsant ces archives, j'ai compris qu'il y avait là toute une décennie en fait que j'avais envie de décrypter à nouveau, de revenir sur cette période. De revenir sur les années 80, sachant que j'avais aussi envie de me faire l'historien des années 80 à travers cette histoire personnelle, essayer de comprendre ces années électriques, ces années où tout bascule. Et j'ai commencé, l'idée a commencé à cheminer en moi d'un ouvrage qui prendrait pour fil rouge cette affaire des otages français au Liban, et qui serait aussi un prétexte pour revisiter les années 80. Le problème, c'est que je me suis heurté à de fortes oppositions dans ma propre famille, puisque ma mère, qui était un peu le personnage incontournable et central de cette histoire et de cette mobilisation, était tout à fait opposée au projet initialement, parce qu'elle estimait que c'était une histoire qui, disait-elle, lui faisait mal au ventre rien que d'y repenser. Quant à mon frère, qui est également auteur et journaliste, il n'avait pas du tout envie que je me penche sur cette période non plus. Le seul qui m'a encouragé finalement à aller plus avant dans cette réflexion, c'est mon père, hein, puisqu'en fait mon père, il est un peu le grand absent de ce livre-là, et il avait peut-être envie que son fils historien lui raconte ce qui s'était passé pendant les 3 ans de sa détention au Liban. Donc j'ai levé les préventions familiales, ça m'a mis un petit peu de temps, et puis je me suis mis au travail, et finalement ça s'est assez bien passé avec la famille. C'est un peu compliqué quand on est historien que de mettre en scène des membres de sa propre famille, et puis je me mettais également en scène, moi adolescent, avec ma mémoire et mes souvenirs confrontés aux archives que j'avais sous les yeux. L'effet de contraste était souvent passionnant par rapport au jeu de la mémoire qui sélectionne, qui grossit, qui oublie, qui passe au tamis certains événements. Pour l'historien, c'est toujours passionnant de savoir ce qu'on peut faire de cette mémoire mouvante. Et aujourd'hui, le livre ensuite a été publié. Ma mère continue quand même, reste un peu dans une forme de malaise par rapport à ma démarche. Elle dit aujourd'hui qu'elle aime bien le livre, mais qu'elle aurait préféré qu'il n'existe pas. Votre mère, qui est véritablement l'héroïne de ce livre, hein, on y reviendra dans le courant de la discussion. Mais déjà, un premier point commun entre vos 2 livres, c'est la matière. Vous avez travaillé sur les archives, donc les archives du comité des amis de Jean-Paul Kaufmann. Vous, Ariane, vous avez travaillé aussi sur les archives que vous avez pu trouver ou auxquelles vous avez eu accès. Et l'un d'entre vous a un petit peu dépassé son cadre, si j'ose dire, de compétences initiales, puisque vous avez fait œuvre d'historienne à partir d'un travail qui n'aurait pu être que journalistique. Et vous, Grégoire, il y a un aspect journalistique aussi à votre travail d'historien, avec un point de départ qui est, dans les 2 cas, ces drames familiaux qui rejoignent la géopolitique. Alors Ariane, sur cette façon de travailler par rapport à la reconstitution de cette histoire familiale en partant du drame de Montreux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à me pencher sur cette histoire, je ne pensais pas du tout que j'irais un jour aux archives. Et en fait, par un concours de circonstances étranges, je m'étais cassé le pied, c'est pas très intéressant, mais ça a un intérêt dans la construction du récit. Au lieu de me précipiter en Suisse, où d'ailleurs tous les journalistes étaient déjà passés, j'ai commencé par lire l'œuvre de Mouloud Feraoun, et notamment un de ses livres qui est publié aux éditions Point, en poche, qui s'appelle Journal, 1954-1962, qui s'arrête pile, évidemment, la veille du jour où il est assassiné, et que j'ai adoré. En fait, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que je le trouve bien écrit, peut-être un peu moins naïf que Le Fils du pauvre, et surtout parce que je lisais dans ces pages l'histoire d'un homme qui avait peur et qui n'avait pas peur de le dire. C'est assez rare. Et il avait raison d'avoir peur, puisqu'il a été assassiné exactement juste avant les accords d'Évian. Et donc j'ai voulu effectivement me pencher
sur cet assassinat qui en fait est quelque chose d'absolument tragique parce qu'il est tué avec 7 autres inspecteurs de l'éducation nationale et c'est un épisode très peu connu de la guerre d'Algérie alors qu'on a identifié désormais tous les membres du commando de l'OAS, etc. Donc en fait oui, je suis allée aux archives, donc je me suis fait un tout petit peu historienne en herbe avant de me faire journaliste. Et je pense effectivement que Grégoire a fait l'inverse, mais il va nous raconter. En fait, elle a mené pour moi un vrai travail de recherche historique avec les outils, la méthodologie des historiens. Il y a cette scène lorsque tu racontes quand tu vas à Pierrefitte aux Archives nationales, tu as tout d'un coup, il y a aussi cette description de la matière archive, le contact physique que tu entretiens avec elle, et tu vas réfléchir au statut de cette archive. Tu vas aussi réfléchir à ses conditions de production, à son contexte, et là tu adoptes pour moi un regard d'historien. Donc, mais le journaliste qui enquête bien, et Ariane fait évidemment partie de cette catégorie parce que lorsqu'elle révèle le scandale Benalla, évidemment, elle a évidemment recoupé ses sources. En fait, l'historien, on lui demande de recouper ses sources pour opérer l'administration de la preuve. Ouais. On tente de s'approcher d'une forme de vérité par rapport à des sources, à des témoignages, à des archives. On réfléchit au statut de ces preuves que l'on nous amène. Et c'est ce que fait aussi le journaliste. Et donc toi, tu as fait un travail de journaliste aussi. Oui. Alors raconte comment, parce que... à cette différence près que pour vous, la matière, elle tenait véritablement à l'intime. Quand on entre dans ces archives, c'est votre ami Yann Potin, je crois, qui vous incite à les découvrir de façon plus approfondie. Ce sont les lettres que le public pouvait adresser à votre mère, ce sont des comptes rendus de réunions, ce sont aussi des articles de presse. Enfin, c'est véritablement cette matière sur laquelle on se demande comment finalement vous avez pu réussir à avoir une forme de recul dans l'analyse. Je prétends pas avoir réussi cet effort de distanciation, parce qu'au contraire, j'ai tenté de mettre aussi une part de subjectivité et d'intimité dans cette narration. En même temps, ce qui était déroutant et vertigineux, c'est que c'était une histoire qui datait de plus de 30 ans pour moi. Je retrouvais ces archives incroyables où j'avais à la fois des documents, mais aussi des milliers de lettres reçues de la France entière, puisque ma mère animait ce comité de soutien et de tous les coins de France, on lui écrivait essentiellement des lettres de solidarité, d'invitation à tenir bon, mais également des lettres de critiques, d'injures aussi, des lettres qui dévoilaient aussi la lassitude de l'opinion française face à cette histoire des otages. C'était très déprimant, on n'y comprenait rien et ça a duré 3 ans, et il est vrai que c'était aussi difficile pour l'orgueil national que de voir ces visages d'otages à la télévision tous les jours en ouverture du journal télévisé, dans cette répétition, dans cette éphéméride de l'impuissance que constituait la répétition de ces images à la télévision. J'ai aussi pris conscience de cette lassitude de l'opinion, et on la voit aussi dans la correspondance. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'il y avait aussi cette matière d'archives incroyablement riche pour comprendre les sensibilités et les imaginaires des années 1980 à travers cette correspondance, donc entre 1985 et 1988. Et puis parfois dans ces archives, il y avait moi, fils d'otage, puisqu'il se trouve que ma mère a aussi fait le choix de nous mettre en avant, mon frère et moi, pour qu'on participe aussi à notre échelle à la mobilisation médiatique, pour susciter finalement la compassion d'une opinion évidemment prompte à s'émouvoir par rapport au sort de ces deux préados privés de leur papa. Donc il y avait aussi cette démarche bien comprise du point de vue de ma mère, de l'instrumentalisation aussi de l'image des enfants pour accentuer la pression médiatique sur l'affaire des otages français au Liban. Donc je me suis retrouvé avec ces images de moi à cette époque-là, entre 11 et 14 ans, comment un historien 30 ans après se regarde et qui étais-je à l'époque. Donc j'ai essayé également de me faire l'historien de moi-même et sans complaisance, parce qu'il raconte que parfois il est très très méchant avec ses camarades de classe. Sans sympathie particulière pour le préadolescent mal dans sa peau, harceleur et fumeur de joint et sniffer de popper, ce que j'étais à cette époque. Harceleur d'une certaine Mazarine, je n'en dis pas plus, parce que le livre est truffé d'anecdotes qui sont tout à la fois, pour certaines, extrêmement émouvantes et pour d'autres très, très amusantes. On rit dans votre livre alors qu'on pourrait se dire qu'on va aborder les choses, les événements sont tragiques, mais vous savez leur donner justement
à travers le prisme de l'humour, ce recul nécessaire. Par exemple, votre mère, très engagée à gauche, hein, vous dites tripalement de gauche, hein, ça veut tout dire. À un moment donné, quand vous êtes enfant, vous explique la façon dont on peut distinguer les gens de droite et les gens de gauche. Et c'est la fameuse anecdote du poulailler. Alors, je ne résiste pas. En fait, c'est-à-dire que c'est aussi un portrait de génération. Oui. Qui étaient ces quadras qui avaient tous voté Mitterrand en 81 là, on est en 85, il y a eu le tournant de la rigueur. Ils ont un petit peu abandonné le rêve d'émancipation sociale qui avait porté Mitterrand au pouvoir. Ce sont des urbains pragmatiques, diplômés pour la plupart d'entre eux. C'est des baby-boomers en majesté. Avec l'âge vient aussi un certain sens des responsabilités. Ils ont fait des enfants, ils ont un petit peu abandonné les rêves de leur jeunesse. Et ce sont d'ailleurs aussi, ont applaudi à la naissance de SOS Racisme. J'en parle beaucoup dans mon livre avec un certain regard critique. Oui. Et donc c'est vrai qu'il y avait une sorte de socialisation à la politique dans la famille, surtout par rapport à ma mère, parce que mon père était plus en retrait, qui était intéressante à explorer a posteriori. Et c'est vrai que j'entendais tout le temps les parents s'écharper en fin de repas sur la droite, la gauche, la droite, la gauche. Et j'avais 6 ans, je me rappelle très bien, c'était dans le salon. Et je vais voir ma mère, je lui dis, maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire de droite, de gauche? Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Et là, je vois, son regard s'illumine, elle me dit, viens, mon fils, viens. Elle m'emmène dans la cuisine, je vais t'expliquer. Elle me dit, vois-tu, Grégoire, le renard, il est méchant car il veut manger les gentilles poules. Je réponds, mais oui, maman. Eh bien, la gauche défend les poules et la droite défend le renard. Non, mais voilà, j'entrais dans la vie bien armée. Et c'est vrai que ce livre est assez critique d'ailleurs, hein, de cette gauche. En fait, il y a aussi une forme de... je suis très agacé aussi par rapport à cet angélisme donneur de leçons de la gauche des années 80 et du mitterrandisme qui renonce à ses idéaux pour le tournant social-libéral. De mon point de vue, ça s'apparente à une forme de trahison et je suis assez en désaccord avec ce tournant. Mes parents et ma mère et le comité de soutien étaient des acteurs, étaient partie prenante de cette évolution, de cette mutation. Je ne me retrouve pas du tout, moi, dans cet agendamento politique, quoi. Oui, vous parlez d'ailleurs à un moment donné de la glorification des battants. On est complètement passé d'un idéalisme originel à une glorification de la performance, hein, qui a priori ne faisait pas partie des valeurs de... On passe des utopies marxistes à la célébration de Bernard Tapie. Voilà, c'est bien résumé, c'est exactement ça. En 2 ans, hein, ça va très vite. Alors, Ariane, dans votre livre, et c'est aussi un des points communs avec celui de Grégoire, vous nous emmenez, hein, donc à la recherche de cette trame familiale, hein, qui signifie, et on verra comment vous développez ensuite une théorie à partir de ça, et vous êtes parti sur la recherche de cette famille algérienne, donc. Comment avez-vous procédé pour reconstituer ce puzzle qui, en fait, n'est, à la fin du livre, pas véritablement reconstitué? En fait, je suis sur une sorte d'aporie, c'est-à-dire que les journalistes sont venus là avant moi et l'enquête est en passe d'être close et personne n'a vraiment compris. Alors, suivant la nationalité des journalistes, ils ont plaqué des grilles d'explication très différentes. Par exemple, lorsqu'ils sont suisses, ils ont pensé à l'ordre du Temple solaire, qui a été le grand fait divers suisse, qui s'est passé d'ailleurs tout près de Montreux, où a lieu cet horrible, ce drame, cette défenestration. Donc là, ils sont passés plutôt, ils sont plutôt sur cette piste-là. D'autres disent, est-ce que c'est pas le premier fait divers du Covid, de l'enfermement, parce que cette famille ne sortait pas de chez elle. Et ça, au départ, d'ailleurs, ça m'intéressait. Je me suis dit, si c'est le premier grand fait divers de cette période-là, c'est intéressant. Mais j'étais pas satisfaite, voilà. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'au fond... comme j'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent, si je puis dire, une chose, en fait, c'est ce qui m'a intéressée, c'est ce qui manquait en creux. C'est-à-dire que cette famille, la seule chose qu'elle avait de vraiment remarquable, c'est cette ascendance, Mouloud Feraoun. Et je me suis dit, si ça avait été Albert Camus, par exemple, si Albert Camus avait été le grand-père de ses jumelles, eh bien, on aurait exploré cette ascendance. Et pourquoi les journalistes français n'ont pas exploré Mouloud Feraoun? Et alors, évidemment, c'est une hypothèse, je ne suis pas sûre de moi, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose d'un déni français, puisqu'il y avait le paradigme suisse, et est-ce qu'il n'y avait pas un déni français? Et je me suis demandé, au fond, s'il n'y avait pas aussi un déni familial, et en essayant d'enquêter, parce que cette famille ne voulait... D'abord, il n'en restait pas grand-chose, et puis elle n'avait jamais voulu parler à la presse. Je me suis rendu compte que l'assassinat du grand-père, eh bien, personne n'en avait vraiment parlé dans la famille. Et d'ailleurs, dans les livres d'histoire français, ce drame de Château-Royal, personne n'en a parlé non plus. Et je savais pas où j'allais. Et puis tout d'un coup, comme souvent quand on fait une enquête de ce genre, il y a des
petits signes comme ça, des signaux faibles, et puis ça se débloque. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont frappée. Il se trouve que l'une des jumelles était dentiste et avait exercé dans l'Eure, et donc je suis allée voir le dentiste qui avait repris son cabinet médical, et j'étais sur le point, c'était un soir, je me souviens, et je voulais absolument prendre le dernier train pour Paris, j'étais sur le point de partir, et il me dit, allez, je vais vous servir un whisky coca, et donc je dis, bon, un whisky coca, et je lève les yeux dans le salon avant qu'il ne me raccompagne à la gare, et je vois des caméras de surveillance, et je lui dis, comme c'était la lointaine banlieue parisienne, c'est vraiment la terre des caméras de surveillance, et je lui dis, vous avez peur des cambriolages? Et il me dit, non, non, pas du tout, c'est cette dentiste qui avait installé des caméras de surveillance partout. Et puis, donc je me suis dit... Nicolas? Et donc, j'avançais pas trop parce qu'il y a un petit écho. Et donc, ça, c'était le premier petit indice. Et puis ensuite, j'ai découvert que cette même dentiste avait écrit des livres à compte d'auteur. Et d'ailleurs, j'ai découvert, ça m'a donné des idées d'enquête, ce grand continent de l'édition à compte d'auteur où on trouve tout, où chacun peut publier des livres, parfois les imprimer après. Et en les lisant, c'était de la science-fiction. J'ai vu qu'elle racontait son histoire, elle racontait l'histoire d'une paranoïa. Et c'est là qu'effectivement, je me suis demandé, mais je ne vais pas donner la réponse parce que ce n'est pas une thèse, c'est plutôt une hypothèse. Est-ce qu'au fond, ces paranoïas, la paranoïa du grand-père, la paranoïa des parents, n'avaient pas pu se transmettre de manière... transgénérationnelle à ces jeunes femmes. D'ailleurs, c'est une interrogation qui mobilise souvent les historiens. Comment un traumatisme se répercute d'une génération à l'autre, comment il peut sauter une génération aussi. Là, on a le drame du grand-père, et finalement, ce sont les petits-enfants qui, par rapport à ce passage à l'acte, ça interroge aussi ce traumatisme hérité. Et c'est un sujet qui est intéressant parce que on voit aussi les historiens qui souvent travaillent sur l'histoire de leur propre famille vont souvent aussi aller s'intéresser à l'histoire des grands-parents qui ont vécu le siècle des guerres, des totalitarismes, ce 20e siècle de la brutalisation. Et ce sont les petits-enfants qui vont, comme je pense à Yvon Jablonka, je pense à Stéphane Audouin-Rousseau, ce sont des historiens qui se sont invités dans le labyrinthe de l'histoire familiale et qui ont exploré justement ce traumatisme hérité. Et je trouve qu'on est aussi, encore une fois, pour pas forcer le trait, mais il y a beaucoup de choses dans le livre d'Ariane qui éveillent la curiosité de l'historien parce que ça nous rappelle nos méthodes en fait d'analyse et la manière que tu as de ne pas conclure et d'utiliser le conditionnel par rapport à l'explication que tu proposes par rapport à ce suicide familial est très intéressant. Il y a aussi une prudence qui est la tienne. Journalistique. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, je trouve que pour cela le livre me semble aussi très réussi, émouvant. D'autant plus que l'hypothèse est validée par certaines des personnes que vous rencontrez. Je pense notamment au fils de Salah Ould Aouida qui a été assassiné en même temps que Mouloud Feraoun à Château-Royal, qui vous explique qu'incontournablement les jumelles ne pouvaient être que fragiles et marquées par cette histoire familiale. Donc en fait, Château-Royal, l'assassinat du 15 mars 1962 éclaire le drame de Montreux. Oui, parce que j'ai été voir effectivement, ce que dit Grégoire, la troisième génération, c'est toujours la plus importante. On le voit aussi pour les récits de la Shoah, c'est elle qui, d'un coup, qui se réapproprie ce récit-là. On l'a vu récemment, ça m'a frappé avec la panthéonisation de Misak Manouchian. C'est la troisième génération qui s'empare du récit et qui en parle. La deuxième génération, elle a pas... Les enfants se taisent, ils vivent avec ce silence contraint qui est celui des parents, et ce sont les petits-enfants qui mènent l'enquête, souvent à l'insu de leur propre famille, quoi. Voilà. Oui, et c'est d'ailleurs un phénomène éditorial aussi, le nombre de récits aujourd'hui qu'on lit de petits-enfants qui racontent les grands-parents. Voilà, donc effectivement, ça a croisé l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Le livre de Grégoire, qui est un livre d'historien, il est aussi un livre, je dis ça parce que je trouve que ça se mélange, il est aussi un livre plein d'anecdotes, drôles,
Oui. Très drôle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il explore les années 80 par un prisme très particulier, qui est celui d'un comité de soutien. Donc, puisque ce qui est ça qui est intéressant, c'est que sa focale, il va pas aller, le livre il s'arrête quand son père est libéré, mais donc il raconte effectivement un monde que ton père n'a pas connu. Il a changé complètement la focale, mais il raconte ces années 80, et puis il raconte 1000 anecdotes. Il fait aussi, alors je ne vais pas envoyer un mot savant, mais je disais ça à Grégoire tout à l'heure, je ne crois pas me tromper, tu fais un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est très à la mode, puisque c'est l'égo-histoire. C'est à la mode depuis Pardon, enfin si, c'est à la mode évidemment, mais c'est devenu un exercice académique maintenant. Quand on soutient sa thèse de 3e cycle, on doit se livrer à un exercice d'égo-histoire. C'est vrai que c'était pas du tout le cas il y a encore une trentaine d'années, mais il y a les historiens qui font de l'égo-histoire ne parlent pas forcément de leur intimité ni de leur famille. Non. Et moi c'est vrai que par rapport à mon intimité et à la situation douloureuse qui était la mienne durant ces 3 ans où j'étais une fils d'otage, et qu'est-ce que ça voulait dire être fils d'otage, j'ai préféré plutôt que de livrer une sorte de narration avec du pathos ou un peu larmoyante. C'est vrai que le registre de l'humour me permettait aussi de parler de ce que je ressentais sans aller sur ce terrain du pathos de manière trop appuyée, quoi. D'autant plus que, comme je le disais précédemment, votre mère, Joëlle Brunerie, est véritablement le personnage central de ce livre. Elle fait immédiatement le choix d'une mobilisation maximale, c'est-à-dire qu'elle mobilise absolument tous les réseaux qu'elle peut avoir, relationnels, médiatiques, etc., puisque évidemment votre père était journaliste, donc elle avait accès aussi à un certain nombre de patrons de presse, et elle fait aussi le choix en parallèle de cette médiatisation extrême qu'on lui reprochera ensuite. Ça, c'est intéressant aussi de voir le point de bascule dont vous parliez tout à l'heure, ce moment de lassitude et presque ce moment d'agacement par rapport à cette mobilisation. Elle fait aussi le choix de mener une diplomatie parallèle, c'est-à-dire qu'elle contacte différents acteurs plus ou moins éminents, plus ou moins connus. Alors il y a notamment cette anecdote, Ariane disait qu'effectivement il y a des épisodes comiques. Elle écrit au président syrien Hafez el-Assad, dont elle pense qu'il a une des clés de la solution, et elle lui dit dans sa lettre qu'en fait elle est allée en voyage de noces avec votre père à Damas. Ce qui était totalement... Enfin, il y a une manière un peu... Il y a une part de rouerie aussi dans sa démarche. Elle n'est jamais allée en voyage de noces, enfin, ou bien plutôt, elle est allée en Syrie faire un road trip avec mon père au début des années 70, mais ils se sont mariés plus tard. Donc non, il y a une manière pour elle de... Voilà, la fin justifie les moyens. Ces efforts de diplomatie parallèle, d'ailleurs, n'ont pas prouvé leur efficacité. On peut s'interroger aussi, a posteriori, sur... Est-ce que la stratégie du pilonnage médiatique était la bonne? Il y a un vrai dilemme qui s'invite durant ces 3 années. Faut-il en parler ou faut-il se taire? En parler, c'est élever le prix des otages. C'est sans doute aussi rendre les négociations plus compliquées. Mais se taire, c'est aussi... mais se taire, c'est le risque de l'oubli et de l'indifférence et du fatalisme. Et ma mère a choisi de parler. Elle disait souvent, en parlant de mon mari et en faisant un enjeu médiatique, certes, j'élève les enchères, mais je le rends aussi précieux qu'un diamant. Peut-être que je retarde le jour de sa libération, mais un diamant, ça ne se jette pas à la poubelle. D'où, en fait, cette séquence importante durant ces 3 ans, c'est l'annonce de la mort de Michel Seurat en mars 1986. Parler des otages, c'est protéger leur vie. Apparemment, les terroristes du djihad islamique ne partagent pas cette manière de voir, puisqu'ils annoncent l'exécution de Michel Seurat avec une mise en scène macabre, qui a été quelque chose qui a sidéré l'opinion juste avant les élections législatives de mars 1986, juste avant la cohabitation. Et c'est à ce moment-là que ma mère va faire l'objet de critiques de plus en plus virulentes, qu'une partie des journalistes s'éloigneront de sa stratégie du pilonnage médiatique et de la mobilisation permanente. Elle va voir même à gauche des journalistes importants comme Jacques Julliard, qui publie un article odieux sur ma mère, d'une muflerie incroyable, et je me souviens très bien les pleurs que ça avait suscité à la maison, avec une sécheresse de cœur, une grossièreté, encore une fois, qui était celle de Jacques Julliard. Et je me suis amusé à faire ensuite une petite enquête sur Jacques Julliard
j'ai pas tout dit dans mon livre et je me suis aperçu d'un champ lexical très glauque en fait de ce chroniqueur, de cet éditorialiste qui avait en plus politiquement fait selon moi des choix qui ont douloureusement affecté l'évolution de la gauche. Mais c'est une autre histoire. Ouais. Après, non, simplement, voilà, il y a aussi une traversée du désert et aussi une solitude de ma mère qui se retrouve, avec une poignée c'est le dernier carré des militants, puisqu'à la fin, encore une fois, beaucoup de journalistes, des politiques veulent plus en entendre parler des otages français au Liban. Il y en a assez. Oui, il y a eu aussi ce point de bascule au moment de l'arrivée de la droite au pouvoir. Là, il y a décision d'un changement de stratégie, en quelque sorte. Oui, quand Chirac arrive, c'est silence dans les rangs. Il dit avec la droite, ça va aller vite, on va montrer nos muscles, on va employer des méthodes bien plus efficaces, on va rompre avec cet angélisme de la gauche, l'incurie des services de François Mitterrand. Simplement, ça va durer encore 2 ans. Voilà. Et puis finalement, c'est Charles Pasqua qui va hériter du dossier et qui, avec ses hommes et ses méthodes, va parvenir à faire libérer les otages français au Liban, en faisant intervenir des personnages qui ne figurent pas forcément dans les organigrammes officiels, et notamment Jean-Charles Marcani, qui est le libérateur avec un grand L, et qui est aujourd'hui considéré comme un membre de la famille. Oui, parce que ce que je trouve, ce que j'ai bien aimé beaucoup, ce que j'aime beaucoup dans le livre de Grégoire, c'est que je trouve que c'est aussi un livre d'amitié, parce qu'il commence son livre, il vient avec son grand copain qui est archiviste, spécialiste, Yann Potin, et voilà, et Grégoire est un homme d'amitié, mais on voit aussi que son père est un homme d'amitié, parce que au-delà du comité de soutien, enfin, le nombre d'amis fidèles qui sont là du début à la fin, qui sont toujours là et qui célèbrent d'ailleurs toujours régulièrement le jour de la libération, je trouve que le sens de l'amitié s'est transmis de génération en génération. Parce que vous instaurez un anniversaire de cette libération, c'était le 4 mai 1988, et ensuite les amis de votre père effectivement se réunissent régulièrement tous les ans. Ça, c'est le 4 mai 88, entre les deux tours de la présidentielle, donc les otages sont libérés, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, et tous les 4 mai, depuis 89, ça a duré 30 ans. En 2018, pour l'anniversaire des 30 ans, mon père a considéré que cet anniversaire avait fait son temps. Donc maintenant, on le fête en petit comité dans la Maison des Landes, avec mon frère et nos enfants. Et Jean-Charles était une des grandes figures du 4 mai. C'était, encore une fois, le libérateur. Jean-Charles Marcani, c'est celui qui a mon père était dans le parking d'un hôtel, le parking souterrain d'un hôtel de Beyrouth. Et tout d'un coup, il a vu un homme avec un pistolet au poing dire « Service français, face à des milices du Hezbollah armées jusqu'aux dents. Il l'a libéré concrètement, manu militari. Il faut comprendre aussi l'importance. La première image, le visage de la liberté, pour mon père, c'est Jean-Charles Marcani. Ce qui était amusant aussi, c'est qu'il vient d'un milieu qui n'est absolument pas celui de ces anciens 68ards qui compose l'ordinaire de l'entourage de mes parents. C'est-à-dire qu'il est, pour Jean-Marie Le Pen, pour Jean-Charles Marcani, Jean-Marie Le Pen ferait presque figure de modéré, donc il y avait parfois de sacrées engueulades en fin de repas avec ma mère. Alors, Ariane Chememin, dans votre livre, vous tissez une sorte de réseau de correspondance, en fait. On a parlé de l'assassinat de Château-Royal, qui fait écho au drame de Montreux, mais vous évoquez aussi la vie traquée de Feraoun et la vie totalement atypique de ces petites filles, donc, qui elles aussi vont de résidence en résidence jusqu'à se réfugier en Suisse. Et vous vous interrogez même à un moment donné sur la méthode et sur le chemin que vous employez. Vous parlez en tissant justement ces correspondances, parfois de circonstances exagérées ou de petits cailloux blancs. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous étiez dans la bonne direction? Oui, parce que effectivement, je lis le journal de Mouloud Feraoun et je vois que parmi ses craintes et ses peurs, il y a celle des coups frappés à la porte, parce que on est vraiment dans les derniers mois de la guerre d'Algérie
et tout le monde vit dans la peur, dans la traque, il y a des morts partout. Quand il entend frapper à la porte, il demande à sa famille de se cacher, ou il envoie ses enfants au loin. Et d'ailleurs, le titre du livre est emprunté à ça, c'est-à-dire que la veille de sa mort, pour la première fois, lui qui est un instituteur, qui croit à l'école et qui n'a jamais fait sécher un jour de classe à ses enfants, dit à sa femme: n'envoie pas les enfants à l'école demain, c'est trop dangereux, ne réveille pas les enfants. Et lui va en revanche à la réunion qui était prévue par l'Éducation nationale avec les autres inspecteurs. Et donc je pensais beaucoup à ces coups frappés à la porte, et il se trouve que cette famille qui habitait Montreux, en fait, se défenestre après des coups frappés par la police à la porte, à l'heure du laitier, comme on dit, c'est-à-dire très tôt le matin, pour en fait une banale histoire d'inscription sur des listes scolaires. Et d'ailleurs, cette famille ne risquait rien d'autre qu'une amende. C'était pas très grave. Et c'est suite à ça que, en faisant attendre les policiers devant la porte, eh bien, la famille part de l'autre côté de l'appartement et saute les personnes sautent les unes après les autres. Et donc, effectivement, pour le journaliste, ça ne peut pas faire sens. Mais dès qu'on dès qu'on passe dans la littérature, évidemment, on peut tirer des traits, on peut se dire, tiens, c'est étrange, mais on ne peut en faire que, effectivement, des coïncidences exagérées, sans en faire des preuves. Et c'est pour ça que c'est évidemment pas le même travail qu'un policier ou qu'un juge. Et d'ailleurs, je mets un peu en scène le responsable de la police suisse qui suit le dossier et qui est mutique, et que le pauvre, je l'ai beaucoup embêté, je l'appelais, j'étais devant lui, je lui posais des questions, il n'en pouvait plus, je crois. Et à chaque fois, il me répondait par des tout petits détails. Et je me souviens très bien d'ailleurs qu'un jour, je lui dis: mais vous savez quand même que ces jeunes femmes sont les petites filles de Mouloud Feraoun? Et il me répond: je ne peux pas répondre à cette question. Et donc, c'était un peu décourageant. Donc, je cherche effectivement des petits cailloux blancs. Je me rends compte que je retrace un peu l'histoire de la Suisse dans la guerre d'Algérie. Voilà, il y a beaucoup d'autres suicides liés en fait à des précédents qui peuvent annoncer ou rappeler le... Oui, voilà. Donc, c'est vrai que ce sont des petits détails. Cette famille, elle saute dans une allée bordée de palmiers. Mouloud Feraoun est assassiné au bord d'une allée bordée de palmiers, mais ça ne fait pas sens. C'est intéressant pour celui qui écrit un récit, mais ça ne fait pas sens. Et donc, il fallait que je trouve autre chose. Et c'est pour ça que j'ai cherché, effectivement, du côté des traumatismes et de l'héritage familial. Juste par rapport au massacre de Château-Royal, c'est vraiment important parce que c'est un épisode qui est connu des historiens, mais peut-être pas assez mis en valeur parce qu'on le connaît mal. Qui sont les responsables de ce massacre, en fait? Oui, et juste pour compléter, et ça permet de remettre utilement en lumière l'histoire des centres sociaux éducatifs fondés par Germaine Tillon, puisque en fait, ceux qui sont morts ce jour-là, ceux qui ont été assassinés par l'OAS, étaient les responsables de ces centres. Ça a sonné le glas de cette aventure, d'ailleurs. Ils n'étaient ni Algérie française, ni FLN. C'était des gens du juste milieu, comme Germaine Tillon, qui essayaient de trouver une solution. Et je pense que s'ils ont été tués, c'est qu'ils étaient la relève et l'élite algérienne, et que l'OAS a voulu justement les tuer à cause de ça. Grégoire parlait de Jean-Charles Marchiani, parce qui est une figure corse, et on est ici à Ajaccio. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans les courriers que j'ai pu recevoir après ce livre, j'ai reçu évidemment des courriers de personnes algériennes qui sont parties en France, mais aussi de Pieds Noirs. En fait, je me suis rendu compte que cette mémoire algérienne, voilà, cette non-transmission de la mémoire, elle touchait tout le monde. Elle touchait pas seulement les petits-enfants voilà, de personnes assassinées ou la descendance des personnes qui appartenaient au FLN, mais tout le monde. Voilà. Et c'est ça qui m'a le plus frappé, en fait. On reçoit, Grégoire, ça devait t'arriver aussi, on reçoit souvent du courrier quand on écrit un livre, et là, c'était toujours des personnes qui me disaient: mais allez, ça me fait réfléchir, en fait, il faut que je retravaille mon histoire parce que je vais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi, et puis j'ai pas assez creusé, et puis j'ai pas assez interrogé mes grands-parents, il faut que j'en parle à mon père, et tout. Et ça m'a touchée. Voilà. Oui, d'ailleurs, et Grégoire le disait, vous reparlez du rôle de la Suisse pendant la guerre d'Algérie, qui explique aussi qu'il y a actuellement encore une communauté algérienne importante en Suisse, enfin d'origine algérienne en tout cas. Oui, il y a toute une histoire. C'est la terre où vivaient clandestinement ceux qui étaient pour l'Algérie indépendante. C'est là où se sont faits les accords, parce que c'était un pays neutre.
Et voilà. Et donc, si je disais ça, c'est parce que je sais aussi qu'en Corse, il y a beaucoup de rapatriés en Algérie. L'histoire de la guerre d'Algérie est très importante. Et je suis pas du tout historienne et j'ai pas lu tout ce qu'il fallait lire sur la guerre d'Algérie, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et beaucoup de travail à faire sur ça. Grégoire sait ça mieux que moi, mais sur la guerre d'Algérie. Alors, Grégoire Kaufmann, dans votre livre, vous abordez effectivement votre quotidien d'enfant d'otage et de façon assez pudique d'ailleurs. Alors, vous êtes effectivement sans concession par rapport à certaines choses, mais en ce qui concerne, vous restez quand même dans une forme de retenue. Et vous avez cette formulation qui m'a beaucoup frappée. Vous dites à un moment, vous écrivez, le fils d'otage est une anomalie. En fait, on était 10 fils et filles d'otages au total pour toute la France à cette époque. Je veux dire, c'est une anomalie, c'est un impact, ça n'existe pas un fils d'otage. Ouais. Il n'y a pas de précédent, c'est quelque chose de nouveau. La figure de l'otage, même de l'épouse d'otage, en référence à ma mère, c'est quelque chose. Les Français n'ont pas de grille de lecture par rapport à ça. Je veux dire, donc, c'est intéressant d'ailleurs de voir que ma mère campe cette figure de la femme d'otage pendant 3 ans, et l'opinion va tenter de comprendre cette figure à la lumière de sa propre expérience du temps historique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est à équidistance dans les années 80. Disons que la Seconde Guerre mondiale est encore proche dans les mémoires. Il y a encore beaucoup de survivants qui ont une mémoire vécue de la Seconde Guerre mondiale dans les années 80. Et ma mère va recevoir beaucoup de lettres de femmes, d'anciens prisonniers de guerre qui étaient dans les stalags en Allemagne, qui sont restés d'ailleurs longtemps, 5 ans, qui sont revenus au printemps 45, tous ces prisonniers de guerre, enfin pour la grande majorité d'entre eux. Et c'est vrai que du point de vue de ces femmes, regarder à la télé Joël Kaufmann avec ses 2 enfants qui attendent leur papa qui est prisonnier, évidemment ça leur rappelle des souvenirs et des mauvais souvenirs. Alors certaines lettres sont des lettres de soutien de la part de ces femmes d'anciens prisonniers de guerre, mais la majorité de ces lettres sont des lettres de critiques assez radicales qui montrent aussi il y a aussi un effet de génération qui se donne à lire, c'est-à-dire que, en gros, ma mère est critiquée parce que sa femme lui dise nous on a attendu en silence, on n'a pas besoin de s'exprimer, nous courageusement on a dû élever les enfants, cessez en fait ce ramdam, un peu de retenue, un peu de dignité, madame, un peu de dignité. Voilà, comme si ma mère, qui était une ancienne féministe, bousculait leur sens de la décence et de la dignité de ces femmes de l'ancienne génération qui, patiemment, en silence, sans se plaindre, avaient attendu leur mari pendant 5 ans. Donc c'était vraiment, alors là pour l'historien c'était intéressant de quantifier ces lettres déjà, et puis essayer de les analyser, et de voir que la référence à l'occupation dans les années 80, elle ressurgit partout. On est en plein retour de la mémoire de Vichy. On est au moment de l'instruction du procès Barbie. On est en plein retour de la mémoire de Vichy, avec aussi la montée du Front National, donc je parle pas mal dans mon livre, parce que je parle de la montée de SOS. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi l'antisémitisme. Intéressant aussi parce que beaucoup de Français pensent que les Kaufmann sont juifs. Et donc on va recevoir des lettres d'injures antisémites, mais d'un antisémitisme apocalyptique. Il y avait quand même pas mal de ces lettres dans le fond d'archives que je me suis également efforcé d'analyser, et des coups de téléphone, etc. Donc on a été, sans être juif, victime d'antisémitisme dans ces années-là, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai passé ensuite toute une partie de ma jeunesse à travailler en thèse d'histoire sur Édouard Drummond, qui était le père fondateur de l'antisémitisme français sous la Troisième République. Et d'ailleurs, disons que c'était un sujet qui m'intéressait, puisque j'avais compris quels pouvaient être les éléments du discours anti-juif lorsque j'étais adolescent. Oui, Ariane, je voulais dire qu'au final, quand tu parles du débat où ta mère, on lui fait plein de reproches, effectivement, la décence, ou alors on dit c'est pas une bonne tactique, mais au final, c'est elle qui a eu raison. Alors, la libération des otages, de toute façon, en 1988, les archives ne sont pas encore ouvertes. De toute façon, parfois, il n'y a pas d'archives du tout. C'est un monde aussi d'officines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sentait aussi que sous la surface, il y avait ce monde grouillant de services secrets, d'intox, d'officines, de barbouzes. Des barbouzes qui passaient à la maison en promettant que mon père allait être libéré. Il y avait aussi des illuminés qui passaient. Il y avait aussi des gens qui voulaient le retrouver avec un pendule. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et on sentait quand même cette menace latente d'un monde qui était invisible derrière la scène, et qui était ce monde des services secrets et des officines. Et les réseaux pasquois, ces relations avec l'Iran, le Hezbollah, le rôle de la Syrie, les ventes d'armes, etc.,
en tant qu'historien, moi, j'ai pas les archives et je sais pas encore, même si j'ai ma petite idée sur la question, quelles ont été les contreparties à la libération des otages français en 1988. C'était une normalisation des relations avec le régime iranien, puisqu'il y avait plusieurs contentieux qui parasitaient la relation diplomatique franco-iranienne, que j'essaye un peu de décrypter dans le livre. Donc voilà, il fallait aussi replacer cette affaire-là sur le plan géopolitique et sur les rapports très, très compliqués entre la France et le régime roméniste. Vous d'ailleurs, vous parlez aussi de tous ces vautours qui étaient véritablement à l'affût non seulement du moindre événement, mais qui essayaient de le monétiser ou de s'en servir ou de l'instrumentaliser. Oui, alors ça c'était aussi à double tranchant, la mobilisation des médias, parce que les médias étaient un allié essentiel dans la mobilisation, forcément, parce que la mobilisation était avant tout médiatique, mais en même temps, il fallait qu'on se protège par rapport à ces médias prédateurs, comme Paris Match, par exemple, qui volent des photos à ma mère et qui la manipulent, en quelque sorte. Et ma mère, d'ailleurs, va faire un procès à Paris Match qu'elle gagnera. Il y avait aussi c'était l'époque aussi de l'affaire du petit Grégory, Christine Villemain, etc. Ma mère, elle regardait ça, elle en parle dans ses interviews. Elle fait attention, mais elle nous expose aussi. Donc c'était difficile voilà, elle marchait un peu sur la corde raide par rapport à cette stratégie de la mobilisation médiatique. Mais il y avait, oui, ces oiseaux de proie qui rôdaient un peu autour de la famille à cette époque-là. Ma mère essayait de nous protéger, elle n'a pas toujours réussi, elle a fait ce qu'elle a pu. Alors, Ariane, au cours de votre enquête, quand vous commencez à tisser les fils de cette histoire, à retisser les fils de cette histoire, vous vous posez quand même des questions sur la responsabilité du journaliste. Et vous citez un livre de l'essayiste américain John D'Agata qui s'intitule « Que faire de ce corps qui tombe ?» qui, écrivez-vous, pose de vertigineuses questions. Parce que vous vous posez effectivement des questions en parlant de cette histoire familiale à partir de ce suicide collectif. Je vous cite, « N'est-ce pas attenter au respect que l'on doit à un mort que d'imaginer les circonstances de sa disparition ? Jusqu'où pousser les questions et les investigations ? Le journaliste doit-il ou peut-il combler les interstices du réel et les angles morts d'une caméra, par exemple ? Si précision il y a, quel degré peut-on moralement tenter d'atteindre ? » Oui, en fait, dans un fait divers, on se pose peut-être plus de questions que dans d'autres occasions journalistiques, mais là, c'est vrai que je m'en suis posé 1000. D'abord, à quel point il faut insister auprès de la famille pour essayer de lui parler. J'ai pas tellement insisté, je dois dire. Ensuite, j'ai été frappée parce que paradoxalement, ce fait divers a été ultra couvert. Il y a eu des articles dans tous les journaux, des séries d'été dans un hebdomadaire français. Enfin, et souvent, je voyais que ça m'a frappé dans ce fait divers-là que par exemple, les journalistes se recopiaient. On racontait que ces deux jumelles se promenaient avec des capes vertes au long du lac Léman, et puis finalement je vais voir qu'il y a une dame qui tient un salon de thé qui les connaissait bien, qui m'a dit mais pas du tout, c'était des Loden. Bon, donc évidemment je me posais plein de questions, et justement jusqu'à quel degré de précision je pouvais aller, parce que quand on n'a pas de solution, c'était quand même moi quand je suis arrivée pour m'occuper de ce fait divers, tout le monde avait déjà écrit et personne n'avait trouvé d'explication. Mais c'est vrai que la presse était plutôt intéressée au personnage du mari, peut-être parce que c'était un homme, c'était forcément lui qui était décisionnaire, ou je sais. Les figures féminines n'avaient pas tellement intéressé. Donc, en général, quand vous lisez dans la presse des faits divers et que vous commencez par deux paragraphes de description, c'est qu'en général, le journaliste ne sait pas quoi dire, il n'a pas de solution, donc il brode, il délaye, etc. Et donc, je voyais que beaucoup de délayaient, et je me suis dit, comme je ne savais toujours pas où j'allais, je me suis dit, mais est-ce que je ne vais pas essayer de calculer finalement, il y avait 7 étages, ça fait à peu près 15 mètres, combien de temps ils ont mis pour... Est-ce que ça ne pourrait pas me faire gagner un peu de signes dans mon récit, parce que j'avais pas de solution. Comme j'avais pas de solution, je ne savais même pas si ça faisait un livre. Et du coup, effectivement, je me suis intéressée d'un point de vue moral. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que je vais calculer le nombre de secondes qui s'écoulent entre le moment où cette famille se défenestre et où elle tombe ? Et je finis par ne pas le faire, mais je vois bien la tentation qu'on pourrait y avoir. Donc je n'ai cessé de me poser des questions, et du coup, dans le livre, j'expose les questions que je me pose.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un fait divers que je n'aurais pas pu, je pense, raconter dans mon journal. C'est que j'ai une intuition mais dont je ne prétends pas qu'elle soit la bonne, mais en tout cas, j'ai pas de solution. D'ailleurs, c'est la première fois que dans un de tes ouvrages, tu nous soumets à nous, lecteurs, tes propres questionnements. D'où aussi la dimension littéraire de cet ouvrage, je trouve. Tout à fait. En fait, Absolument. c'est assez nouveau par rapport à tes précédentes enquêtes. Dis-moi si je me trompe. Non Alors peut-être que plus on avance dans la vie, plus on doute, je sais pas. Plus on avance, plus on doute dans le métier. Ça non, doit mais être ça. là, effectivement, et Grégoire a tout à fait raison, vous faites partager aux lecteurs vos interrogations. Et c'est une matière éminemment littéraire, effectivement. Alors, je voulais aussi vous poser une question qui rejoint ce point. Pourquoi cet intérêt chez vous pour ces trajectoires elliptiques, pour ces individus qui disparaissent, qui reviennent, qui ont des traumatismes familiaux, ou qui ont à un moment des choix de vie contraints ou des décisions. Je pense par exemple à Romain Gary, dans le livre Mariage en douce, ou à votre livre sur Milan Kundera. Pourquoi cette appétence pour les... Vous m'avez dit ça il y a juste avant qu'on commence, et ça m'a beaucoup interrogée parce que je n'avais jamais fait ce lien-là. Quand j'avais essayé de raconter le mariage de Romain Gary et de Jane Seberg à Sarola, tout près d'ici, en fait, ce qui m'avait intriguée, c'est qu'il y avait 2 énormes biographies de Romain Gary qui étaient parues. Bon, ici, quelqu'un me dit, mais est-ce que tu sais que Romain Gary et Jane Seberg se sont mariés à Sarola ? Et je regarde dans ces biographies et on expliquait que le mariage avait eu lieu dans ce village-là parce que le maire était résistant et qu'ils avaient passé leur nuit de noces à l'hôtel Campo dell'Oro juste après. Et quand je viens ici, je constate que l'hôtel Campo dell'Oro m'explique que le propriétaire n'était pas construit à ce moment-là, donc voilà, et que le maire n'était pas du tout résistant. Donc ça m'a intéressée. Je me suis dit, mais voilà, ça m'a intéressée comme journaliste. Et effectivement, j'ai tourné autour de Milan Kundera, qui a toujours expliqué qu'il avait décidé de se taire parce qu'il n'aimait pas les médias. Mais moi, je continue à penser que quelqu'un qui se tait comme ça, il garde un secret. Peut-être dans les archives, d'ailleurs. Qui est peut-être dans les archives. Et exactement. Tu l'as retrouvé ? J'en ai retrouvé une partie, mais j'ai pas vu toutes les archives. Et puis là, c'est peut-être effectivement la résistance de ce drame à l'exploration journalistique qui m'a intéressée, peut-être. Alors, au sujet de la littérature, justement, Grégoire, dans votre livre, il y a des passages extrêmement poignants où vous publiez les lettres de votre père, dont une in extenso que je défie quiconque de lire sans avoir un nœud à l'estomac, et il parle de littérature. Alors on va peut-être... je vais en lire quelques mots pour dire l'importance que ça a eu pour lui à cette période-là. Quelques livres aussi ont eu sur moi un effet bénéfique. Tu vois, la littérature permet de survivre. J'ai appris à lire lentement, à relire 2 fois le même livre, car la peur de manquer oblige à ne pas gaspiller de si précieuses réserves. Ce sont ces mots. Et dans le livre, vous racontez aussi cet épisode, cette dernière visite de Michel Seurat à son épouse dans son appartement de Zarif. C'était le 30 août 1985. Ses geôliers lui ont permis cette faveur. Et le dernier réflexe qu'il a avant de partir, c'est d'emporter des livres, et notamment les œuvres romanesques de Jean-Paul Sartre. Votre père, dans un entretien récent, a dit que justement, quand il était en captivité, il lisait ces œuvres romanesques. Je trouve que c'est un écho extrêmement émouvant aux lignes que je viens de lire. Parce que lorsque Michel Seurat a été autorisé à voir sa femme pendant 45 minutes, il avait une seule idée en tête en partant, c'était pouvoir prendre le plus de livres possible. Il disait pour Kaufmann et moi, ils n'avaient pas de livres, et donc il y avait en effet les œuvres complètes, les œuvres romanesques de Sartre en Pléiade et les écrits politiques de Jean-Jacques Rousseau. Et ce sont des livres qui sont restés dans leurs différentes geôles, parce qu'il
ils ne restaient pas tout le temps au même endroit, on les transportait d'une geôle à l'autre. Et c'est vrai que mon père a souvent raconté après son retour que c'est la littérature qui l'a sauvé. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il est devenu un auteur après sa libération, tout en ne parlant jamais directement de son histoire, mais en parlant quand même à travers les métaphores des confins, de l'insularité, des territoires lointains. C'est aussi une manière pour lui, je pense, d'en parler. Et la littérature a donc joué un rôle essentiel à ce moment-là, pendant sa détention, et puis aussi quand il est revenu à la maison. Parce que c'est vrai que ça n'allait pas très fort pour Alexandre et moi. On était devenus des petits cancres à demi voyous, et que mon père, quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous réapprivoiser? Il nous a mis des livres dans les mains, et il a mis en partage cette passion des livres. Et ce sont les livres, à une petite échelle, dans une moindre mesure, qui nous ont un peu sauvés, mon frère et moi aussi, et qui fait qu'on s'est remis en selle scolairement, quoi. Voilà, donc il y a cette dimension, dans le livre, et puis les ouvrages qu'il cite dans cette lettre sont intéressants. Il y aura quelques lettres, il y aura aussi des cassettes vidéo quand on voit Les Ravisseurs, parce qu'en fait dans le livre, moi je parle. La détention de mon père, il n'a jamais souhaité en parler directement, ce n'est pas mon sujet. Nous, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on était à Paris. Mais on a quand même des nouvelles nous parviennent de Beyrouth. Quelques lettres, des menaces de mort, des cassettes qui sont de plus en plus terribles, parce qu'ils sont épuisés. Mon père estime qu'il a été abandonné. Ce sont des cassettes très, très, très dures, quoi. Donc on va également à Beyrouth avec ma mère en pleine guerre civile pour fêter le Noël 1985. Je me rappelle de la guerre à Beyrouth. J'y ai fêté mes 12 ans ce 25 décembre. Je suis né le 25 décembre, et avec mon frère, on se souvient, on était à l'hôtel Cavalier, on se souvient des tirs d'obus là, dans la banlieue sud de Beyrouth. C'était des images très marquantes que de voir la guerre à ce moment-là, et de comprendre que mon père était peut-être à 3 pâtés de maison dans ce pays en pleine guerre civile. Alors, pour conclure cet entretien, je voudrais peut-être vous poser un peu la même question à tous les deux. Ariane, avez-vous eu un retour de la famille Feraoun par rapport à ce livre, puisque on sait que le grand-père, Mokrane Feraoun, est toujours vivant, et une partie de la fratrie vit à Paris d'ailleurs, ou en France en tout cas. Alors oui, j'en ai eu un qui pourrait faire un film ou un roman, mais le problème c'est que j'ai promis de pas en parler, donc c'est très très compliqué, mais c'était totalement inattendu effectivement. J'ai reçu la visite de la famille Feraoun, et ça a été pour moi un grand soulagement, parce qu'il y a aussi, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, cette espèce de, ce que raconte très bien Janet Malcolm, mon idole, c'est ce malaise. Absolument. Moi je suis en contact avec le fils aîné de Mouloud Feraoun, qui habite toujours en Algérie. Je n'obtiens pas mon visa pour partir en Algérie, donc je converse avec lui par WhatsApp. Et je lui mens, je reconnais, je lui mens, je lui dis, je fais un livre sur votre père, et parce que son ami proche qui m'avait mis en contact avec lui m'a dit ne parlez surtout pas de l'histoire de Montreux, parce que lui, et c'est intéressant, il est persuadé que ce sont les services secrets qui ont poussé cette famille hors du balcon. Et d'ailleurs c'est intéressant, ça montre qu'il est resté bloqué en 1962, c'est-à-dire que bon, donc je ne pouvais pas parler de ça. Et puis au bout d'un moment, évidemment, je ne devrais pas raconter tout ça, je parle trop, mais bon, il se rend compte, il m'envoie un message et me dit Ariane, vous m'avez trahi, en fait vous n'écrivez pas un livre, vous écrivez des articles pour votre journal, et en fait vous ne faites pas un livre sur mon père, mais vous faites un livre sur le drame de Montreux. Donc je lui dis non, je ne vous ai pas menti, enfin pas complètement, je fais effectivement un livre, et je vais effectivement parler du drame de Montreux, mais je parle aussi beaucoup de votre père, ce qui était vrai et ce qui n'était pas prévu au départ. Et le livre est paru, il m'a demandé à ce que je l'envoie en Algérie, il l'a reçu un mois après, et il m'a envoyé un mot charmant, à vrai dire, ce qui m'a soulagée. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a aimé que je parle de son père, et en même temps, dans le même message, il disait bon, pour le reste, je ne vois pas très bien comment vous pouvez établir un lien entre ce qui est arrivé à mon père et des faiblesses que nous pourrions avoir. Alors je lui réponds, mais Ali, c'est vous-même qui m'avez dit que depuis que vous avez été reconnaître votre père à la morgue, vous ne pouviez plus voir une goutte de sang et que vous ne mangiez plus de viande. Et il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et vous, Grégoire, quelle a été la réaction de vos parents à la lecture du livre ? Je lui ai parlé au tout début, non, il n'y a pas
grand-chose à dire de plus. Si c'était que après l'accueil critique du livre, il a fait aussi ressurgir cette histoire. Ma mère n'était pas forcément heureuse qu'on ressorte des photos de cette époque. Mais finalement, en fait, moi, j'étais heureux de faire ce livre parce que j'avais besoin de mettre cette histoire peut-être à distance et de la mettre dans un livre. Et maintenant, c'est un peu derrière moi, donc c'était important pour moi d'en parler. Et puis, c'était quand même une histoire dont je parlais pas volontiers, cette histoire de fils d'otage. Et tout d'un coup, je l'ai assumé et j'en ai fait quasiment un drapeau pour en faire un livre. Donc oui, j'ai été fils d'otage. Qu'est-ce que c'est qu'être un fils d'otage? Je me suis un peu réapproprié cette condition bizarroïde du statut d'ancien fils d'otage. Donc ça a eu au sein de la famille, je pense, un effet plutôt positif et bénéfique dans la mesure où voilà, il n'y a pas eu de drame et ma mère finalement n'a pas... à partir du moment où son fils est heureux, elle est contente aussi. Voilà. Grégoire Kaufmann, Ariane Chemin, merci beaucoup.